Bonsoir à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Média TV. Nous sommes en direct et nous sommes le jeudi 4 février. Comme tous les soirs, vous le savez, pendant 60 minutes, nous allons essayer de comprendre ce qui fait l'actualité nationale et internationale. Nous le faisons pour vous et avec vous. N'hésitez pas, comme d'habitude, à réagir sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Média TV ou sur le compte Twitter de l'émission. Vos questions et vos réactions nous permettront d'alimenter notre discussion de ce soir. Et vous avez déjà commencé à nous poster vos questions. Les invités qui ont accepté d'être avec nous ce soir sont Monsieur Hassan Semlali. Vous êtes chef de la division de la mise en œuvre du RAMED au ministère de la Santé. Bonsoir et merci d'être avec nous. Najib Dira, vous êtes professeur d'économie, spécialiste de la couverture sociale. Et enfin, Monsieur Jilali Hazim, vous êtes directeur général de l'ANAM, l'Agence nationale de l'assurance maladie. Merci messieurs d'avoir répondu à notre invitation. 2 milliards de dirhams, c'est selon la déclaration du ministre de la Santé, Hossein El-Wardi, il y a quelques jours, le montant de l'enveloppe supplémentaire qui va être consacrée au traitement des dysfonctionnements du RAMED. Et ils sont nombreux ces dysfonctionnements, car même si le régime d'assurance médicale mis en place il y a presque 4 ans a permis d'améliorer la couverture maladie des personnes les plus vulnérables, il reste quand même confronté à un certain nombre de difficultés. Que prévoyait à l'origine ce dispositif? Quels résultats peut-on en dresser aujourd'hui? Quelles sont les principales difficultés rencontrées? Comment les lever? Et plus largement, comment améliorer la couverture maladie aujourd'hui au Maroc? RAMED, un bilan mitigé, ça sera le titre de l'émission de ce soir. Alors messieurs, je compte sur vous pour bien nous faire comprendre à partir de la genèse du RAMED et aujourd'hui avec près de 4 ans de recul, parce qu'il a été lancé en mars 2012. On va essayer de comprendre ce qui ne fonctionne pas et pourquoi on est obligé de remettre la main à la poche aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par juste une réaction d'une téléspectatrice sur la page Facebook qui dit « Tout le monde pense que le RAMED ne sert à rien au Maroc, mieux vaut ne pas tomber malade quand on est pauvre ». Ça, c'est la question finalement à laquelle il faudrait répondre aujourd'hui et sur laquelle il va falloir argumenter. Alors, 2 milliards de dirhams supplémentaires qu'il va falloir dégager pour le RAMED. Est-ce que ça va si mal que ça, Hassan Semlali? Tout d'abord, je remercie Média TV d'avoir associé le ministère de la Santé à ce débat. Il ne faut pas être pessimiste quand on parle. On a commencé par l'avis de cette téléspectatrice. Bon, c'est un peu fort, mais bon, voilà, mais ça permet de bien poser la situation. Mais il faut quand même commencer ce débat avec une note optimiste et dire que le RAMED, il y a beaucoup de choses qui ont été faites très positives et on aura l'occasion d'en revenir. 2 milliards de dirhams, pour commencer, oui, mais il ne sera pas suffisante pour bien présenter une offre de soins de qualité et qui soit répartie équitablement sur le territoire national. Alors, l'objectif du RAMED, on va peut-être y revenir, cette genèse qui était donner l'accès aux soins aux populations en vulnérabilité économique, à faible revenu. Lorsque Sissim Lali vous dit qu'il y a des avancées qui ont été faites, certes on va voir les chiffres des bilans qui ont été notamment présentés par le chef du gouvernement. Qu'est-ce que par rapport à cette réaction, vous êtes pareil, en demi-teinte, ou dire qu'il y a quand même des choses importantes, des avancées importantes qui ont été faites à valeur aujourd'hui? Bien sûr qu'il y a des avancées importantes qui ont été faites. Si on compare bien évidemment le régime d'assistance médicale comme étant un régime destiné à permettre aux personnes qui ne peuvent pas être assujetties à l'assurance maladie obligatoire et qui n'ont pas de ressources suffisantes pour se faire soigner, d'avoir un accès financier aux soins. Si on le compare aussi à l'ancien système qui existait avant, c'était le système qui se basait sur les certificats d'indigence et qui ne permettait pas à la population. Ça profitait aussi à une population aisée parce que ce n'était pas un système basé sur le ciblage. Aujourd'hui, avec le RAMED, il y a un processus d'éligibilité qui se base sur des critères objectifs qui ont été arrêtés. Et il y a aussi, bien évidemment, une carte qui permet d'ouvrir le bénéfice, le droit au porteur de cette carte et lui permet effectivement d'avoir un accès aux soins gratuits dans les établissements publics de soins qui peuvent, s'ils ne disposent pas de soins,
peuvent recourir au privé dans le cadre de partenariats public-privé. C'est un bon démarrage. L'expérience pilote qui a été réalisée à la région de Tedla a été concluante, sachant bien évidemment que des moyens ont été injectés pour pouvoir la réussir, il faut le dire, chose qui n'a pas été faite pour les autres régions. Mais nous considérons qu'aujourd'hui, il y a quand même des résultats. Les hôpitaux dressent leur bilan d'activité qui bénéficie à cette population et il y a quand même, et je parle sous le contrôle des docteurs Semlali, il y a 5 millions quand même d'exploration et de consultations de spécialistes qui ont été dispensés à cette population. Et il y a 6 millions. En tout, il y a quand même 500 000 hospitalisations et il y a toute la prise en charge pour les maladies chroniques qui se fait dans les hôpitaux et à travers les hôpitaux dans des centres privés dans le cadre d'une convention de partenariat public-privé, ça c'est important. Bien évidemment, on va revenir sur les dysfonctionnements et c'est tout à fait normal quand on démarre des projets comme le RAMED, qui est un régime qui complète le régime de l'assurance maladie obligatoire dans le cadre de la politique de notre pays qui vise l'universalité dans l'accès aux soins à travers une généralisation de ce genre de mécanisme, ça pourrait effectivement, on pourrait en parler. Et c'est des évaluations qu'il faut faire pour pouvoir corriger au fur et à mesure. Alors, on va voir bien sûr les points positifs, on va voir les dysfonctionnements, on va voir aussi le financement, parce que quand on parle de 2 milliards de dirhams à injecter, c'est qu'il y a bien à un moment donné un problème de financement. Sigdela, est-ce que quand on est aujourd'hui à dire qu'il va falloir refinancer, est-ce qu'il y a déjà un problème de, je vais utiliser ce terme, de business model, dans la manière avec laquelle ça a été pensé au départ? Écoutez, je ne peux pas parler du financement comme ça, parce que qu'est-ce qu'on finance? Et donc, il est important de savoir quels sont les besoins objectifs qu'il faut au système de santé pour soigner cette catégorie de population. Donc, est-ce que c'est 2 milliards? Est-ce que c'est 10 milliards? Moi, je n'en ai aucune idée. Mais je sais qu'effectivement, il y a d'abord, et il faut le dire, un progrès très important, mais ce progrès est loin d'être suffisant. Surtout lorsque la population aujourd'hui, et elle est en droit de le faire, revendique un accès réel aux soins. Donc, le problème aujourd'hui, ce n'est pas simplement de mettre de l'argent, mais c'est d'être sûr que cet argent sert effectivement. Donc là, on va aborder d'autres choses, mais je voulais juste dire par là que le financement n'est pas le seul problème. Et que le vrai problème, c'est l'accès aux soins. Est-ce que le citoyen... Vous parlez d'infrastructure déjà, ça intéresse même si on a de l'argent. Pas seulement d'infrastructure. Hein. Il y a la gouvernance, il y a les infrastructures, il y a les ressources humaines, il y a aussi, j'allais dire, la qualité des soins qui sont donnés. Donc tout cela, il est très important de voir le problème dans sa globalité. Bien entendu, incontestablement, quand on revient de loin, parce que quand on voit la situation d'il y a 20 ans ou d'il y a 15 ans, le verre n'était pas à moitié vide, hein, il était pratiquement vide. Donc il y a des progrès, mais ces progrès, pour moi, sont insuffisants par rapport aux attentes de la population et aux attentes qui sont légitimes aujourd'hui dans le Maroc d'aujourd'hui. Alors, on va essayer de faire ça de manière structurée pour qu'on puisse comprendre. Alors, voyons déjà aujourd'hui, Abdelillah Ben Kelen a fait un bilan du RAMED à la deuxième chambre, c'était en décembre 2015. Je redonne juste les chiffres hein, pour qu'on puisse aujourd'hui savoir de quoi on parle. Le nombre de bénéficiaires aujourd'hui, c'est 9,2 millions de personnes, soit plus d'un Marocain sur 4. 3,47 millions de familles. Et à fin de septembre 2015, donc je rejoins les chiffres que vous étiez en train de nous donner, un peu plus d'1 million de prestations d'urgence, 1 600 000 examens spécialisés et 5 500 000 examens externes qui ont été prodigués dans le cadre de ce régime, plus la prise en charge hospitalière dont vous nous parliez. On est autour de 630 000 cas aujourd'hui. Alors, il y a aussi les actes de dialyse, 1 200 000, des greffes de reins, de foie, de cornée, bon, en petite quantité, 142, 12 425. Donc, je donne ces chiffres un peu pour qu'on puisse aujourd'hui comprendre à quoi on était. Lorsque vous nous dites, ça, ce sont des chiffres positifs, c'est-à-dire qu'avant la mise en place du RAMED,
toutes ces actions, tous ces actes médicaux n'étaient pas possibles, n'étaient pas pris en charge à ce moment-là? Oui, bien sûr. Quand on avait le système du certificat d'indigence, tout d'abord le certificat d'indigence, il était délivré pour permettre de bénéficier d'un acte. Oui. Il fallait toujours revenir. Un acte ponctuel. Un acte Voilà. ponctuel, Soit une consultation spécialiste, une consultation généraliste. Il fallait toujours revenir vers le Muqaddam et le Cheikh pour pouvoir en procurer une autre, pour pouvoir... Avec tout ce que ça implique. Voilà, ça implique, et c'est un système qui ne se basait pas sur des critères, sur un processus, sur un formulaire, sur un engagement de l'intéressé, parce que c'est un système déclaratif aujourd'hui, le RAMED. Donc, avant, l'indigent ne pouvait pas effectivement avoir un accès aux soins dans la dignité et comme étant un droit avec un guichet, etc. Donc, aujourd'hui, les choses sont tout à fait différentes. Bien évidemment, on peut parler des insuffisances. Mais il ne pouvait pas aussi bénéficier de la greffe. Il ne pouvait pas bénéficier aussi de toute la gamme des prestations telles que prévues par la loi. Parce que le RAMED, il se base sur un panier de soins prévu par la loi, qui est un droit pour le citoyen. Il ne pouvait pas bénéficier d'une RM, d'un PET scan, d'un transport interhospitalier par une ambulance. Donc il y a un panier de soins sur lequel les hôpitaux s'engagent. Encore faut-il bien évidemment que ces prestations soient disponibles dans les hôpitaux. C'est toute la problématique liée à l'insuffisance de l'offre de soins, à ce que nous avons accumulé comme retard pour mettre au niveau nos hôpitaux et à toute la problématique liée aussi à la répartition harmonieuse de l'offre de soins et à la problématique aussi de ne pas permettre aux ramidistes d'avoir le libre choix parce qu'il doit se diriger uniquement vers l'hôpital public, sachant qu'il doit passer obligatoirement par le centre de santé, sachant bien évidemment toute la problématique dont souffrent les centres de santé dans les quartiers, dans les douars, parce qu'ils sont dépourvus de médecins, d'infirmiers, de médicaments. Et toute cette problématique fait qu'aujourd'hui, il y a un afflux sur l'hôpital et par conséquent, il y a une augmentation très notable de la demande aux soins parce qu'il y a la carte qui permet les soins gratuitement. Et je ne sais pas, maintenant... Alors bien justement, parlons de la carte, parce que là on a parlé finalement de tous les actes qui sont pris en charge. Aujourd'hui on a un taux de retrait des cartes qui est en recul. Alors quand on dit un taux de retrait des cartes qui sont en recul, c'est quoi? C'est-à-dire que dans le processus, dans la procédure pour obtenir la carte du RAMED, il y a un souci? Ou alors les gens ne viennent pas, ils n'ont pas confiance? Ou c'est dû à quoi? C'est un peu de tout ça. À vrai dire, les cartes, il y a l'étude qui a été faite par... c'est Hazim au niveau de la NAM et qui a montré que le retrait des cartes par la catégorie des vulnérables il ne dépassait pas les 47%. Pourquoi? Parce que d'abord, la population, les bénéficiaires, ils attendaient qu'ils tombaient malades pour aller chercher ces... D'accord. Deuxièmement, l'étude a montré que il y a un sentiment d'injustice. On trouve deux familles qui vivent à peu près la même chose dans le quartier, de la même manière, et une famille qui ne paie rien du tout, et une famille qui paie une contribution annuelle qui est de 120 dirhams par personne. Alors on va s'arrêter là-dessus, parce que justement ce point-là il est important, c'est déjà l'accès, c'est-à-dire que les gens viennent retirer leur carte pour pouvoir bénéficier des prestations. Vous me disiez, avant c'était le certificat d'indigence qui avait tous ces, vous nous l'avez bien expliqué, qui était un processus qui était peut-être peu transparent, peu équitable, etc. Aujourd'hui, comment ça fonctionne? Une famille, vous nous dites qu'il peut y avoir des disparités sur des familles, on va dire, si on prend deux familles qui ont le même profil économique, qui ont les mêmes besoins, aujourd'hui vous êtes en train de nous dire qu'il y en a qui contribuent et il y en a qui ne contribuent pas? Vous savez... pas de famille, hein, pas à l'intérieur de la famille, si vous le permettez. Non, pas à l'intérieur de la famille. Ça pourrait être entre deux ménages au niveau d'un quartier qui se connaissent. On précise bien. Il y a les indigents qu'on appelle absolus, donc, et ceux qui sont relatifs. Donc, ceux qui ne sont pas pauvres absolus, donc, payent une cotisation. Bon, effectivement, le problème, c'est le problème de l'identification. Les critères d'identification ne sont pas suffisamment fins pour permettre de différencier. Et puis, il y a le ressenti. C'était le grand débat au début du lancement du RAMED, bien sûr. Mais c'est un problème qu'on ne peut pas éluder. Je veux dire, et il est inévitable. Donc,
Peut-être qu'on aurait pu contourner cela en donnant la carte gratuitement à tout le monde, mais avec 2 types de cartes, et pour ceux qui ont une carte, j'allais dire, d'indigent relatif, eh ben, leur faire payer un petit ticket modérateur, donc au moment de l'accès aux soins. Cela peut peut-être compenser donc ce sentiment et permettre. Mais bon, il y aura toujours ce problème, et là aussi, on en vient à une question, excusez-moi, moi je serais un petit peu, j'allais dire, l'œil critique, mais avant, je voudrais dire qu'effectivement, il y a des progrès très importants. Bon, c'est pour ça que je voulais bien donner les chiffres, parce que quand même c'était important de le donner. Le chantier est tellement vaste qu'on ne peut pas régler les problèmes du jour au lendemain. C'est jeune, on est bien d'accord. Parce qu'ils sont nombreux. Donc je pense qu'effectivement, ce mécontentement, il est tout à fait normal qu'il apparaisse. Bon. Par contre, je veux dire, aujourd'hui, je pense qu'il faut aborder ces problèmes, comme vous les avez dit, un par un. Et si on en vient à l'identification, il faudrait voir ce problème de la crédibilité des instances qui font l'identification. Et là, excusez-moi, je pose un problème qui est général, qui n'a rien à voir avec ça, c'est la question de la confiance entre le citoyen et l'administration. Bon, alors ça, c'est la question que j'allais poser. Donc justement, c'est la question que vous allez poser, justement, c'est comment ces critères sont-ils posés? On revient toujours à la même question, mais aujourd'hui, c'est quand même un des défis, c'est de pouvoir identifier, de pouvoir être équitable, de pouvoir justement bien situer soit les gens qui vont contribuer. Alors vous l'avez dit, c'est 120 dirhams par personne par an, plafonné à 600 dirhams par famille. C'est une catégorie qui ne représente que 14%. C'est 14% des porteurs de cartes aujourd'hui. Des porteurs de cartes aujourd'hui et qui n'arrivent pas à retirer toutes leurs cartes. À peine 30%. C'est-à-dire que tout le reste, c'est gratuit. Tout le reste, c'est gratuit. 86%, c'est gratuit. Ils ont des cartes qui leur ouvrent le droit pour 3 ans et ils sont soignés gratuitement. Le problème, moi, je ne pense pas que le problème réside dans les critères, parce que l'évaluation de l'expérience pilote a permis quand même d'évaluer la pertinence des critères. Et nous avons même supprimé certains parce qu'il s'est avéré qu'ils n'étaient pas pertinents et qu'ils discriminaient parfois certaines personnes à l'intérieur. C'est quoi concrètement? C'est déclaratif? C'est comme quand les gens vont déclarer les impôts, là on déclare, on dit combien on gagne? Le problème, c'est que c'est un système déclaratif. Oui. Il repose sur la déclaration de l'individu. C'est l'individu qui est responsable de sa déclaration. C'est lui qui déclare, il remplit un formulaire. Ce formulaire, il est renseigné, il est pris en charge par une application informatique qui calcule des scores. Soit on réside dans le milieu urbain à ce moment-là, c'est le revenu déclaré qui doit être inférieur à 5 650, corrigé par des indicateurs de niveau de vie, et il faut que le score soit inférieur à 11, soit qu'on est dans le milieu rural et c'est le patrimoine possédé par... et tout ça, encore une fois, déclaratif. C'est déclaratif, voilà. Donc aujourd'hui, la problématique qui se pose, c'est le contrôle de la double affiliation, c'est quelque chose que nous avons réglé en concertation avec le ministère de l'Intérieur, parce qu'avant ça se posait aussi. Il y avait des porteurs de cartes, CNOPS et de cartes CNSS et de cartes RAMET. Aujourd'hui, nous avons jugulé cette problématique. Et la fiabilisation, c'est ça le problème. Parce que les choses que nous ne pouvons pas aujourd'hui, que nous n'arrivons pas encore à faire aujourd'hui, c'est comment fiabiliser ces déclarations. Comment, effectivement, savoir que les déclarations sont fiables pour pouvoir... Bon, la commission permanente locale qui se prononce, qui a le pouvoir de décider, elle peut déclencher des enquêtes sociales pour pouvoir s'assurer de la véracité des déclarations, mais est-ce que nous avons les moyens pour faire déclencher tout le temps des enquêtes? Ça va être difficile. Ça va être l'une des tâches de l'organe de gestion qui est en train d'être discutée maintenant, c'est d'aller effectivement contrôler cette éligibilité avec des équipes qui vont contrôler l'éligibilité auprès des ménages. Mais j'essaie de comprendre, je m'adresse à vous, de comprendre j'imagine que vous devez vous poser la question, mais pourquoi les gens ne viennent pas? Donc vous avez dit problème de confiance, je veux dire, même s'il y avait un problème de confiance, on peut se dire que les gens vont venir pour essayer de retirer leur carte de toute façon. Oui, les gens viennent. Oui. Donc les gens viennent, ce que vous êtes là, parce que tous les problèmes que vous êtes en train de me poser, vous êtes en train de poser de double cartes, donc c'est-à-dire que les gens sont conscients qu'ils peuvent bénéficier d'un service. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on est dans un taux de retrait qui est en retrait?
les gens, normalement, qui ne retirent pas leur carte, ce sont des gens qui habitent dans des endroits qui sont un peu lointains de l'offre de soins et ils savent que si jamais ils ont besoin, ils ont recours à cette offre de soins, ils doivent aussi se déplacer pour aller chercher l'offre de soins là où il existe. Donc aussi, c'est un problème de les quitter dans la répartition de l'offre de soins au Maroc et qui est connue et le ministère de la Santé est en train de travailler là-dessus pour essayer de combler cet écart. Alors, si j'insiste sur ce taux de retrait des cartes, donc, parce qu'il y a quand même une partie, vous nous avez dit seulement 14% qui contribuent par cette contribution, c'est que ça faisait partie du financement. On revient au financement. Je rappelle tout simplement qu'à la base, on prévoyait un financement qui était basé sur la participation de l'État, sur la participation des collectivités locales et la participation des bénéficiaires. Et on avait tablé sur 55% pour la participation des bénéficiaires. On en est très loin, on en est à peine 17%. 14% aujourd'hui, 14%. Alors là, on a quand même aujourd'hui, c'est quand même un point central à résoudre. Oui, je veux dire, moi je trouve tout à fait normal que la participation des bénéficiaires c'est des populations pauvres. Je veux dire, le principe c'est qu'ils soient pris en charge et donc que leurs soins soient payés, non pas par eux, même à 20 ou 30%, en tout cas pour les pauvres, vraiment pauvres, mais par la solidarité nationale, c'est-à-dire par l'impôt. Donc, voilà la question. Donc, pour moi, au niveau du financement, je veux dire, la question qui se pose, c'est de savoir qu'on a besoin de tant d'argent pour les soins. Et quand vous parlez effectivement peut-être de la réticence de certaines personnes, moi je me pose la question, je n'ai pas la réponse, mais à travers certaines enquêtes, je veux dire, l'index a été mis sur la mauvaise qualité des soins, donc le mauvais accueil dans les structures publiques, la mauvaise répartition, c'est-à-dire qu'il y a une concentration très forte, je veux dire, de l'offre de soins dans certaines régions, donc, et elle est très faible dans d'autres. Donc il y a beaucoup d'éléments qui font que les gens ne vont pas vers le secteur public. Or le RAMED n'autorise l'accès que dans les hôpitaux publics, donc pas dans le privé. Donc là c'est peut-être un facteur. Moi j'ai une autre lecture de ce qu'a dit Sigdira. J'ai le nombre d'actes qui ont été avant la généralisation du RAMED et après la généralisation du RAMED. Et je vous assure que le RAMED a induit la consommation de soins et nous assistons maintenant à une augmentation de 200% de la consommation de soins avant et après 4 ans de généralisation du RAMED. Alors que les recettes propres des hôpitaux ont chuté de 8%. Et ça a une conséquence directe sur la qualité de soins, sur le plateau technique et sur l'offre de soins dans sa globalité. Non, si vous permettez, je voudrais préciser une chose. Le RAMED, en termes de processus d'éligibilité, en tant que processus d'éligibilité, de ciblage, en tant que dispositif de financement des soins de santé de cette population et en tant que régime pour permettre effectivement de l'équité dans le cadre de l'accès aux soins conformément à la Constitution. Il n'a pas été mis en place tel qu'il est prévu par la loi. Donc on ne peut pas parler aujourd'hui, est-ce que le montage financier qui a été étudié avant dans le cadre de l'étude actuarielle réalisée en 2007 a été respecté, parce que le RAMED n'a pas été mis en place conformément à ce qui est prévu par la loi. Aujourd'hui... Dans quel sens? C'est-à-dire le RAMED, il devait être géré par un tiers payeur. Et ce tiers payeur devait centraliser tous les financements venant de l'État, les 75%, venant des collectivités territoriales, venant de cette catégorie qui représente 14%, qui contribue pour 120 dirhams, etc. Et ce tiers payeur, qui était, d'après la loi l'ANAM,
devait s'appuyer sur une contractualisation avec les hôpitaux pour que l'argent puisse suivre le Ramidis et par conséquent, l'ANAM en tant que assureur, entre parenthèses, de cette catégorie, va s'assurer de la qualité, de la disponibilité, etc. Aujourd'hui, ce système n'a pas été mis en place pour qu'on puisse déjà lui porter un jugement. Il faudrait maintenant aller vers mettre en place ce système, soit au niveau de l'ANAM, soit au niveau d'un autre organisme. Nous sommes en train d'étudier la possibilité de créer un organisme indépendant de la santé et indépendant de l'ANAM pour que l'ANAM puisse étendre ses compétences en vue de réguler la totalité parce qu'il est régulateur de l'assurance maladie obligatoire. Donc c'est difficile aujourd'hui. Il y a deux phénomènes. Le premier, c'est que cette catégorie, les 14% qui sont dans une situation de vulnérabilité, l'étude a été faite pourquoi ils ne retirent pas les cartes. 30% aujourd'hui. On a commencé par 70, puis l'année dernière c'était 50, aujourd'hui 30. Parce qu'ils doivent payer les 120 dirhams, sachant si par exemple une famille est composée de 5, il faut qu'ils payent les 600 dirhams d'un seul coup. Ça devient difficile. Ce n'est pas le scénario qui a été étudié avant. Le scénario, comme ça a été aidé par Sigdira, le scénario avant, il n'était pas, il s'appuyait pas sur les 120 dirhams, il s'appuyait sur un ticket modérateur qui devait représenter 10 à 15% pour des soins ambulatoires, c'est-à-dire des soins externes, non compris les soins ambulatoires pour les malades chroniques. C'était pour éviter l'abus, etc. Donc, le deuxième phénomène, c'est qu'aujourd'hui, nous avons constaté au niveau de l'ANAM que le renouvellement des cartes, parce que les 9,3 millions de personnes qui ont bénéficié du RAMED, c'était les cartes qu'on a distribuées depuis la généralisation jusqu'à aujourd'hui. Et qui doivent être renouvelées tous les... Ils doivent être renouvelées tous les ans pour les bénéficiaires en situation de vulnérabilité et tous les 3 ans pour les bénéficiaires en situation de pauvreté. Quand on est en train de fouiller dans la base de données de l'ANAM, aujourd'hui, je crois que nous nous dirigeons vers des cartes valides et des cartes invalides, parce que les 3 ans se sont découlés. Et aujourd'hui, on ne peut plus parler de 9,3 millions, on pourrait parler que de quelque chose comme 7,5 millions pour lesquels les cartes sont encore valides. C'est-à-dire les gens effectivement couverts, ce ne sont pas... Mais ce que nous avons remarqué, le deuxième phénomène que nous avons remarqué, c'est que le renouvellement, il est à peine de 14%, malgré qu'on est à la 4e année de la généralisation. Ça, c'est un vrai indicateur. Voilà. Oui. Donc, il y a le financement, le montage financier qui a été mis en place, les 2,7 milliards ou les 3 milliards, est-ce qu'il est aujourd'hui alloué aux hôpitaux? C'est la grande question. Parce que le mécanisme n'a pas été mis en place pour qu'on puisse suivre la traçabilité de financement, apprécier le coût des Ramidis au niveau des hôpitaux, à travers une contractualisation, voir quels sont les soins qui sont dispensés à cette population, parce que l'hôpital n'est pas destiné uniquement à dispenser des soins pour les défavorisés, il est aussi ouvert à celui qui a une assurance privée, à celui qui a une assurance maladie de base gérée par le CNOPS sur la CNSS, comme à celui qui est solvable, qui peut payer parce qu'il a une tarification qu'il applique. Donc c'est ça, l'hôpital public aujourd'hui n'a pas eu cette possibilité parce que le RAMED était une opportunité pour l'hôpital public pour qu'il puisse se moderniser, se doter d'outils modernes et par conséquent attirer aussi, en plus des Ramidis, attirer les gens qui ont une assurance maladie pour qu'ils puissent améliorer ses recettes. Alors, Sigdela, vous êtes professeur d'économie. Hein, moi, quand j'écoute ça, bon, alors, encore une fois, on a bien dit ce que ça avait permis de faire. On va pas stigmatiser le système encore une fois, mais on est en train d'essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui on a besoin de renflouer les caisses. J'entends ça. Vous êtes en train de me dire, l'ANAM nous dit que finalement, il y a peut-être un manque d'anticipation. C'est pour ça que je reviens sur le business model. On est obligé de remettre de l'argent. On est en train de nous dire que finalement, on ne sait pas si l'argent est allé directement vers les hôpitaux. Il y a un manque de traçabilité. On a mal conçu le système. Je vous ferai répondre juste après la pause. Bon. Bienvenue sur le plateau de 60 minutes pour comprendre. Deuxième partie, on essaye de comprendre justement quels sont les problèmes du RAMED aujourd'hui et quelles sont les perspectives pour l'avenir et quelles sont les solutions à y apporter. Juste avant la pause, je vous ai posé une question. Sigdira, avec tout ce qu'on a entendu, est-ce qu'on a manqué d'anticipation aujourd'hui? Est-ce qu'il va falloir régler ces problèmes-là en repensant le système? Non. Honnêtement, le coût de l'assurance maladie est très important. Et je pense qu'au-delà des questions financières, il y a un choix politique. Et des choix politiques qui sont faits dans tous les pays
où il y a eu des progrès. Et je pense que le choix politique au Maroc a été de ne pas tergiverser et de ne pas attendre que toutes les conditions soient prêtes, mais de lancer. C'est urgent. Voilà, c'était ça. Et donc, effectivement, il y a des insuffisances. En ce qui me concerne, sans connaître le coût des soins destinés à cette population, je considère qu'il dépasse largement les enveloppes qui sont aujourd'hui consacrées au RAMED. Ça, c'est le premier. Mais le financement, ce n'est pas simplement le financement des soins que verront. Quand ils vont à l'hôpital, qu'est-ce qu'ils trouvent? Est-ce qu'ils trouvent une offre de soins? Donc, si on veut que le RAMED devienne effectif, il faut aussi financer la mise à niveau des hôpitaux. Donc ça, je pense que c'est très important. Donc, il faut travailler sur la question de la gestion hospitalière parce que le citoyen est en droit d'attendre, je veux dire, un accueil de qualité, d'avoir des soins, de ne pas être renvoyé aux calendes grecques, etc. Donc il y a ces éléments-là qui font qu'aujourd'hui... Et puis la troisième question importante, donc, c'est la sécurisation du financement. Aujourd'hui, le financement, excusez-moi le terme, et vous pouvez me corriger si je me trompe, est à mon sens aléatoire. Le gouvernement a décidé d'accorder 2 milliards. Et si on a un autre gouvernement qui ne considère pas que c'est une priorité demain, il ne va pas donner 2 milliards ou 3 milliards. Et puis 2 milliards, pourquoi 2 milliards? Pourquoi pas 5 milliards? Je vais dire, il y a aujourd'hui, et on a parlé de la gestion, et j'espère qu'il y aura un organisme gestionnaire indépendant de l'ANAM, parce que cette agence est un régulateur, et elle ne doit pas, je vais dire, donc gérer, mais contrôler la gestion. Donc, et cet organisme doit effectivement avoir un financement pérenne, donc selon les besoins qui sont. C'est ça, à mon sens, la solution. Je pense qu'il y a un travail qui est fait dans ce sens-là. Je le sais, je veux dire. Donc, mais comme je l'ai dit, le chantier est très vaste et effectivement, il faut du temps. Mais je crois qu'il faut aussi communiquer en ayant un langage de vérité, en parlant des problèmes tels qu'ils sont. Et aujourd'hui, on ne rassurera pas les citoyens, je vais dire simplement parce qu'on dira qu'il y a 9 millions de cartes qui ont été distribuées. À quoi ont servi ces cartes qui ont été distribuées? Alors justement, on va essayer de comprendre ça. Je vous laisse répondre à ça. Ensuite, on verra exactement à quoi ont droit les porteurs de cartes RAMED. Le premier langage de vérité qu'a dit Sigdira, je pourrais confirmer que au niveau du ministère de la Santé, il y a plusieurs chantiers qui ont été lancés en même temps. Et tous ces chantiers étaient urgents et ils ne devaient pas attendre. Nous avons pénalisé tout à l'heure l'offre de soins. Il faut élargir cette offre de soins. Il faut qu'il y ait une équité de cette offre de soins. D'où la construction de structures hospitalières, leur équipement. Si on prend uniquement le CHU d'Oujda, les hôpitaux, les provinces et préfectures qui n'avaient pas d'hôpitaux, avant la généralisation du RAMED et maintenant ils bénéficient d'hôpitaux. Il leur faut un plateau technique, il leur faut des ressources humaines, et tout ça, ça consomme de l'argent. Mais ça, c'est une politique globale qui est liée à tout le secteur de la santé. Mais le financement de la santé, il est constant, le financement de la santé, il est ce qu'il est. Donc on ne peut pas dire que le financement qui a été alloué au ministère de la Santé au début, il allait directement vers le RAMED et pour financer les hôpitaux. Actuellement, les hôpitaux, ils sont en souffrance parce qu'ils n'ont pas de ressources et ils ont des arriérés pour l'eau, électricité, pour le téléphone. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que ce système RAMED est à l'image finalement de l'ensemble du secteur de la santé. Il faudrait faire une nuance. Déjà pour les 2 milliards, vous avez parlé de 2 milliards. Il y a 1 milliard qui est destiné à la mise à niveau. C'est une décision qui a été prise... À la mise à niveau. À la mise à niveau. Ça n'a rien à voir avec le RAMED. Ça fait partie de l'investissement. Tout ce qui est investissement et dépenses des personnels, c'est des ressorts, ça reste du ressort de l'État. Ça n'a rien à voir avec le RAMED. Le fonds RAMED, c'est le fonds destiné au remboursement entre parenthèses. Ce n'est pas la même logique. Destiné à prendre en charge les prestations, suivant un panier de soins, suivant
bien évidemment, un certain nombre d'activités qui sont disposées dans les hôpitaux, sachant que toute l'action de santé publique, les consultations des généralistes, les médicaments, certains médicaments de programme, certains vaccins sont disponibles, sont supposés être disponibles dans les centres de santé pour qu'il n'y ait pas de fardeau sur les hôpitaux. Donc, les 2,7 milliards, c'était 2,7 milliards, ce sont 3 milliards aujourd'hui, c'était destiné aux hôpitaux. C'était pour renflouer les caisses des hôpitaux, en plus de ce qui devait être pris en charge par l'État en matière d'investissement, en matière de ressources humaines. Maintenant, bien évidemment, est-ce que ça a été fait conformément à ce qui a été convenu? Ça, c'est une autre question. Mais c'est un début prometteur. Il ne faudrait pas aussi qu'on trace un tableau noir du RAMED. Le RAMED est en train de régler beaucoup de problèmes. Non, mais on l'a bien précisé en début d'émission. Là, on est vraiment en train de s'attaquer aux problèmes, au point noir, justement. Mais on rappelle encore une fois, c'est les gens qui viennent de nous rejoindre, qu'on a bien marqué les avancées que ça a permis. Et surtout, alors, vous avez corrigé nos chiffres, c'était important d'avoir cette précision. Aujourd'hui, on parlait de 9,2 millions de personnes, c'est 9,2 millions de cartes. Et en fonction des renouvellements, on est à 7. 9,3 millions de personnes bénéficiaires. De personnes bénéficiaires. De personnes bénéficiaires, pas les cartes parce qu'elle est famille. Oui, bien sûr. Les cartes, c'est divisé par 3. Ouais. C'est 3,4 cartes. Il faudrait soustraire, effectivement, nous sommes en train de faire les calculs. Alors, au niveau des soins, vous parliez d'offres de soins, on parlera après de l'accès au privé, parce que là aussi, c'est. Je voudrais retourner la question du financement. Il faut dire qu'aussi, avant la généralisation du RAMED, entre 2008 et 2014, le budget alloué à l'achat des médicaments, l'achat groupé de médicaments, il est passé de 670 millions de dirhams à environ 2 milliards de dirhams. Tout ça, c'est le budget pour l'achat de médicaments dont bénéficient les malades hospitalisés. Alors justement, le médicament, c'est une des principales sources d'insatisfaction des bénéficiaires du RAMED, car les médicaments, le régime ne couvre que les médicaments à usage hospitalier, l'ambulatoire, tout ce qui est ambulatoire est à la charge des patients, c'est bien ça? Non, pour les maladies chroniques, et vous savez que les maladies chroniques, ils consomment énormément de budget pour l'achat de médicaments. Nous avons 9 maladies chroniques qui sont prises en charge intégralement par le RAMED, et dans l'essentiel est donné au niveau des établissements de soins de santé primaires, au niveau des centres de santé. Il y a une régulation. Bien évidemment, la loi, il est clair. Le RAMEDIS en hospitalisation, il est pris en charge en totalité, y compris le médicament qui est supposé être dans l'acte. Le RAMEDIS qui est en soins ambulatoires externes, aux consultations externes, il doit passer obligatoirement par le centre de santé qui a un paquet d'activités à fournir gratuitement à toute la population d'ailleurs, quel que soit le statut. Mais le RAMEDiste qui est un malade chronique, l'hôpital, effectivement, doit lui fournir le médicament, même en soins ambulatoires, parce il doit prendre ses médicaments à vie. Mais il y a cette problématique au niveau de l'hôpital, c'est que l'hôpital aujourd'hui n'arrive pas, compte tenu de la problématique d'insuffisance de ressources humaines, compte tenu de la problématique de la demande induite que vous avez citée, parce que tous ces actes ont augmenté de presque 300%. Par rapport à la situation ancienne. L'hôpital, il n'est pas arrivé quand même à suivre la demande. Maintenant, comment est-ce qu'on peut, quel serait effectivement le programme urgent, même avec la disponibilité de médicaments, si on n'a pas le spécialiste pour faire le diagnostic, si on n'a pas la radiologie pour faire le bon diagnostic, est-ce que le médicament va faire l'affaire? Alors, comment mettre à contribution le privé? Justement, ça va nous permettre de parler de ça. C'est que, vous en parliez tout à l'heure, le privé n'est pas prévu dans ce dispositif pour le RAMED. Est-ce qu'il doit être mis à contribution? Écoutez, je pense qu'il faudrait essayer de voir maintenant dans quelle mesure est-ce que le partenariat public-privé peut se positionner. Je pense qu'il n'y a pas une solution. Il faut trouver, par exemple, dans des régions qui sont sous-médicalisées par rapport au secteur public, il y a peut-être des possibilités, et c'est des choses qui avaient été étudiées. Donc, mais je ne pense pas qu'on puisse, j'allais dire aujourd'hui, dans la situation du Maroc, dire
le ramédiste peut aller dans le secteur privé. Donc il faudrait parler du secteur privé, mais je pense par contre qu'il y a, à mon sens, une anomalie, c'est que les centres de santé doivent recevoir les ramédistes pour les soins ambulatoires. Mais les centres de santé, et vous me corrigez, ne sont pas financés par le RAMED. Donc, alors comment peuvent-ils recevoir effectivement et répondre à une demande qui peut donc créer un appel d'air sans avoir eux aussi un financement contractuel, parce que je crois qu'il faut parler de ce terme-là aussi pour responsabiliser l'offre de soins publics. Il faut que l'hôpital ou le centre de santé offre des soins et reçoive une contrepartie. Donc, qu'il ne reçoit pas un budget sans aucune, j'allais dire, sans rendre compte donc, de ça par la suite. Et donc, ça fait partie de la gouvernance du secteur et c'est autre chose. Mais donc, pour moi, aujourd'hui, honnêtement, je vois mal le secteur privé devenir, à l'instar du public, j'allais dire, un offreur de soins pour les ramédistes. Pour le secteur privé, nous avons déjà, dans le cadre du partenariat public-privé, nous avons un partenariat avec l'association des néphrologues pour l'achat de services de prestation de dialyse. Parce que nos structures, ils n'arrivent pas à absorber la demande des malades qui présentent une insuffisance rénale terminale. Je répète le chiffre, on a eu quand même des prises en charge de près de 1 300 000 actes de dialyse. Plus que ça, nous avons à peu près 1 400 000 séances de dialyse. Et quand on sait que la séance de dialyse, elle coûte 800 dirhams dans le cas de l'achat de services, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Pour le centre de santé, les établissements de soins de santé de base, ils doivent jouer le rôle, et on est en train de travailler sur cette question. D'abord, on est en train de les doter par des moyens pour faire des bilans standards, donc par des automates et par des échographes. Et s'ils ne sont pas, leur prestation n'est pas comptabilisée actuellement dans les prestations qui sont fournies aux bénéficiaires du RAMED, c'est un choix, c'est pour consolider les programmes verticaux de santé et qui ont la fierté du Maroc, de notre pays. Si on commence à faire payer les gens au niveau des soins de santé de base, tout ce que nous avons fait par le passé, on va le réduire. Pour la prise en charge des ramédistes, moi je suis parmi ceux qui disent que la prise en charge par le privé à ne pas écarter sur 2 plans. Mais il faut que ça passe par le biais du public. Tout d'abord, par la porte d'entrée, puisque nos centres de santé n'arrivent pas à prendre en charge les soins de base qui permettent de décongestionner les hôpitaux, pourquoi ne pas envisager un partenariat public-privé avec les médecins privés généralistes, toujours à travers le public. Et ne pas écarter aussi à ce que le privé puisse prendre en charge cette population à travers un achat de services par l'hôpital. Encore faut-il que l'hôpital puisse disposer de toutes ces ressources qui sont telles que prévues par le RAMED. Encore faut-il que l'hôpital puisse avoir suffisamment de ressources humaines. Encore faut-il que le top management au niveau de l'hôpital soit achevé. Je crois que le ministère est en train de faire un effort à ce niveau-là. Et encore faut-il que le privé puisse aller aussi au-delà de Casablanca, de Rabat, de Fès, de Marrakech, pour qu'il puisse s'installer à Azila, à Ouad Dahab, parce que le ramédiste, il est partout, il est dans le rural, il est dans l'urbain, etc. Donc, ce n'est pas... Mais tout ce schéma ne peut pas se faire aujourd'hui si on n'a pas effectivement ce mécanisme global du régime tel que ça a été conçu. C'est que dire. Non, moi je resterai réservé, je veux dire, non pas parce que je suis contre, on l'a bien senti depuis le début de l'émission. Non, je veux dire, je suis pour l'implication du secteur privé, mais compte tenu des moyens, moi je voudrais savoir quel est le budget aujourd'hui qui est consacré à la dialyse et qu'est-ce qu'il représente par rapport aux ressources qui sont consacrées, je veux dire, sachant qu'il n'y a pas que
le problème de la dialyse dans la santé. Deuxièmement, les centres de santé, effectivement, sont ouverts et la gratuité doit rester concernant les programmes de santé. Mais je veux dire, un citoyen qui va vers un offreur, c'est-à-dire le centre de santé en tant qu'offreur, il n'est pas forcément impliqué dans un programme de santé. Il devrait aller parce qu'il y a un médecin dans ce centre de santé et parce qu'il peut recevoir donc des soins indépendants. Et c'est dans ce sens-là que le centre de santé doit être impliqué. Je vous dis cela parce que je sais, et c'est des professionnels de santé, que le ministère a fait un effort pour équiper effectivement les centres de santé. Mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de médecins qui n'utilisent pas les moyens qui leur ont été, les équipements qui ont été donnés, parce que certains effectivement se tuent à la tâche, mais d'autres n'ont pas envie d'utiliser ça et de faire un travail supplémentaire sans qu'il y ait une contrepartie quelconque. Et ils font un travail de fonctionnaire. Et je veux être clair sur ça, je ne condamne pas les médecins, mais, comme on dit, nous, le gorga a fait au fait. Est-ce que vous répondez à ça? Pas uniquement au niveau du ministère de la Santé, mais on peut trouver toujours dans d'autres départements. C'est une réalité, il faut dire. Moi, je vais revenir sur l'achat de services qui est régi par le décret 12-507 du 20 janvier 2015 relatif à la situation des médecins dentistes du secteur privé qui sont conventionnés avec le ministère de la Santé. Il est rentré en vigueur et j'ai là même un appel à candidature qui a été ouvert par l'hôpital de Sidi Ben Nour pour l'achat de services pour que ces médecins privés qui sont installés dans le privé viennent travailler dans les structures. Donc c'est déjà en cours. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs chantiers qui sont urgents et qui sont lancés en même temps, y compris la formation pour ces médecins, pour utiliser ces moyens qui sont mis à leur disposition au niveau des établissements de soins de santé de base, mais il y a aussi l'achat d'un hôpital mobile pour les enclavés. Et tout ça, ça rentre dans l'élargissement de l'offre de soins pour que les ramidistes en bénéficient. Et nous savons tous que cet hôpital mobile a été installé dans 2 régions, à Boumia et la région de Haouz, et nous savons les prestations qu'il a données à cette population qui est démunie, dont la majorité étaient des ramidistes. Nous devons aussi profiter de l'occasion pour saluer l'effort fait par la Fondation Lalla Slema, qui a vraiment... c'est des fonds importants qui ont été investis dans l'offre de soins concernant la prise en charge du cancer, concernant aussi les centres de dépistage et qui sont aujourd'hui pratiquement ouverts dans toutes les provinces. Et chaque région aujourd'hui est en train d'être dotée d'un centre régional de prise en charge du cancer avec toute la technologie que ça induit, avec des maisons de vie, etc. Ça, c'est un effort important, avec une enveloppe de médicaments conséquente qui est distribuée aux hôpitaux qui soignent le cancer. Ça, c'est important aussi, et c'est un effort qui a accompagné, qui a permis un accès très, très important pour la population ramidiste souffrant du cancer. Ça, c'est important. Maintenant, la problématique réside dans le fait, si on peut continuer à parler de la problématique, parce que... parce qu'il va bien falloir trouver une solution. Il va falloir aller dans la solution. On arrive à la fin de l'émission, je voudrais bien, est-ce qu'on a des pistes de solutions? Deux autres problématiques avant d'aller dans les solutions. Et les solutions, nous sommes en train de les étudier en concertation avec le ministère de la Santé. Il y a un problème de gouvernance. Un problème de gouvernance. D'ailleurs, en termes de gouvernance, les collectivités locales, on n'en a pas parlé, mais... c'est ça, gouvernance. Voilà, justement, les collectivités locales étaient censées être impliquées dans le financement. Voilà, problème de gouvernance. Ils auront un rôle plus important avec la régionalisation avancée. Absolument, c'est raison. On a voulu faire des centres de santé des portes d'entrée au système qui pourraient économiser effectivement aux hôpitaux beaucoup de dépenses qui sont aujourd'hui inutiles parce que les gens se rabattent sur les urgences, sur l'hôpital. Moi, je pense qu'il faudrait maintenant, avec la régionalisation avancée, négocier avec les régions, les collectivités territoriales, pour que les centres de santé puissent être pris en charge
dans le cadre de la régionalisation avancée. C'est à la région de les construire, de les mettre à niveau, de les équiper. Bien évidemment, le ministère de la Santé continuera à assurer son rôle de régulateur, de contrôle, de réglementation technique, veiller à l'application des normes et standards de santé, etc. Bon, il y a matière aussi à creuser à ce niveau-là. Et le RAMED, la réforme du RAMED, et je vais parler maintenant de ce qui est prévu. La réforme du RAMED pourrait effectivement aussi s'inscrire dans cette dimension de régionalisation avancée. Comment ? Bien sûr, il faut évaluer maintenant. Et le comité de pilotage présidé par monsieur le chef du gouvernement, il a confié à l'ANAM de faire une évaluation. Nous sommes en train de le faire. Mais on ne va pas attendre les résultats de l'évaluation parce que nous connaissons déjà certains problématiques. Il y a tout le processus d'identification dont a parlé Sigdira, qu'il va falloir maintenant revoir le rôle des commissions permanentes, comment est-ce qu'ils ont fonctionné. Ça, c'est un gros chantier, ça. Un grand chantier. Est-ce que ça a fonctionné, est-ce que ça n'a pas fonctionné, comment est-ce qu'on peut les réformer pour qu'on puisse effectivement s'assurer de la fiabilité des déclarations des individus. Réformer aussi le dispositif de financement. Il faut essayer de voir comment est-ce que le RAMED, en tant que régime, puisse être géré selon les normes et standards de l'assistante sociale par un tiers payeur qui va contractualiser, qui recevra tous les financements et qui va essayer de tirer les hôpitaux vers le haut, pas les hôpitaux, tout le système public de santé. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le RAMED doit être une opportunité sur le plan financement pour le service public. Et surtout, essayer effectivement de régler cette problématique de relations qui doit exister entre le tiers payeur, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Santé, comme c'est le cas pour les conventions nationales, par des conventions, par des contractualisations, pour que le RAMED puisse, il faut se sentir qu'il a une assurance qui lui permet d'accéder aux soins dans des conditions normales. C'est que Dieu là, en entendant ça, il nous reste 2 minutes là, vous êtes confiant pour l'avenir. Puis vous aviez évoqué un point tout à l'heure pour le financement, c'est vrai que vous avez parlé de la solidarité et du rôle de l'impôt là-dedans, il y a une piste aussi à creuser. Oui, non, je suis d'abord optimiste. Je crois que tout en critiquant, et il faut critiquer parce que c'est en voyant un petit peu nos défauts que l'on avance, donc je reconnais tous les progrès qui ont été faits et ils sont importants. Maintenant, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour moi, cette question est d'abord une question politique et pas technique. Et personnellement, le plus important, et le gouvernement veut aller vers ça, c'est la généralisation. On a parlé du RAMED, mais je crois qu'il faut parler aussi de 40 à 50% de la population qui n'ont pas d'assurance maladie. Et on est sur des dispositifs avec l'assurance maladie obligatoire pour les étudiants qui viennent d'être... Il y a des progrès qui vont être faits, mais honnêtement, je ne pense pas que le problème sera réglé pour toute cette population dans le court terme. Donc il y a des Marocains qui vont se sentir frustrés pendant des années. Et socialement, ça c'est un problème. Donc la solution pour moi, et là je rêve, c'est la généralisation, c'est-à-dire une décision politique de mettre en place un système national qui serait basé sur un panier minimum. Ça, c'est pas à moi de dire ce que c'est, mais ça a été fait dans certains pays, qui soit fourni à tous les Marocains. Et après, effectivement, les différents régimes peuvent prendre en charge le complément, ceux qui veulent, mais qu'il y ait une équité dans, effectivement, le traitement de cet accès aux soins en mettant en place une solution qui ne laisse aucun Marocain sur le côté. C'est pas évident, mais pour moi, c'est pas évident. C'est un grand appel du pied que vous faites en conclusion de cette émission. Je voulais dire aussi, parce que ça a été soulevé, le Maroc ne consacre pas beaucoup de moyens à la santé. Ça, c'est sûr. Il y a environ 6% du PIB qui sont consacrés à la santé. Et dans notre pays, plus de la moitié de cet argent est payé par les ménages. Directement.
Et ça sera le mot de la fin. Merci à vous d'avoir été avec nous. Je suis désolé, on est obligé de rendre antenne. N'oubliez pas que vous êtes en direct. De toute façon, vous reviendrez. Hein. C'est un sujet où on sera obligé de faire le suivi de tout ça et de refaire des évaluations en votre compagnie. Excellente soirée sur Média TV. La rediffusion aux alentours de 22h40 comme tous les soirs. Et je vous retrouve demain.